Bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi. C'est déjà le 25e jour du mois de mai, l'an 2022. Oui, bientôt le mois de juin, un mois historique au Congo-Kinshasa. Mais entre-temps, nous sommes chez vous en direct pour parler ce soir d'un seul sujet. L'insécurité dans l'Est, et précisément dans le Nord Kivu et l'Ituri, mais pour parler de ce qui arrive dans ce jour, depuis le week-end justement, entre l'armée congolaise, notre armée, et les ennemis qui viennent du pays voisin, justement, ils viennent sous l'étiquette du M23. Les affrontements sont signalés depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. À quand les grandes décisions? Et des décisions par moments impopulaires, parce qu'il s'agit de la survie d'une nation et de l'intégrité territoriale. Nous en parlons ce soir avec deux invités. D'abord, professeur Kayimoa, il est expert en relations internationales. Et puis, un politique sera avec nous, Condé Diane. Pour l'instant, c'est l'actualité à travers ces grandes lignes. Jenny Kembe, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. Au Nord Kivu, les forces armées sont plus que déterminées à défendre l'intégrité du territoire national face aux attaques de l'ennemi, notamment l'armée rwandaise sous l'étiquette M23. Les affrontements sur les terrains ont déjà poussé plusieurs citoyens congolais à l'errance. C'est le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire de cette province, qui a fait cette annonce. Début ce mercredi de la paie des enseignants, nouvelle unité ordinaire dans la ville de Kinshasa. De nouvelles unités seront payées pour le mois d'avril et mai et les ordinaires pour le mois de mai seulement. La confirmation est du directeur national du service national de contrôle et des paies des enseignants, Sekopé, Papi Mangobe, à travers un document parvenu à notre rédaction. Les fidèles de l'église kimbanguiste ont célébré ce 25 mai la fête de la nativité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et partout à travers le monde où elle est implantée. Vêtus de couleurs traditionnelles vert et blanc, ils ont défilé le macadam des différentes artères de la capitale congolaise, accompagnés de leurs fanfares jusqu'au centre d'accueil où une messe a été dite. Covid-19 en Belgique, le Royaume va envoyer à la poubelle 1 300 000 doses de vaccins AstraZeneca périmés et plus de 400 000 vaccins Pfizer seront bientôt hors usage. La Belgique vient d'emboîter le pas à la France qui a déjà jeté plus de 3 millions. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite des Kinshasa Direct. L'actualité reste continue. Et voilà, merci. On est fixé, on attend Christopher Ochokoum dans moins d'une heure. Pour l'instant, nous prenons de l'envol. Le tout premier invité dans quelques instants sur l'unique sujet ce soir. D'aggraver les conflits dans Télé 50,
la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Bruno Caillemot avec nous, le tout premier invité de ce soir. Monsieur Caillemot, bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors, je vous rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Votre thèse de doctorat à l'Université catholique de Bilbao, chez les Jésuites, en Espagne, a porté sur les relations internationales et interculturelles, à ce que je sache. Oui, j'étais dans le programme d'études internationales et interculturelles. Une bourse financée par la fondation Tokyo. Oui, la Tokyo Foundation. Qu'est-ce qu'ils attendaient après cette formation, eux? Bon, en fait, vous savez, les donateurs, ils sont là pour aider les gens qui veulent bien aller plus loin. Bon, il y a toujours... On vous sent hésitant, là. Il y a toujours hésitant. Une dynamique. Qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans les relations internationales, il n'y a pas de la philanthropie au sens pur du terme. Donc, il y a toujours quelque chose qui peut être attendu d'une manière ou d'une autre. Et voilà. C'est chez nous qu'il faut attendre qu'on ait des cheveux blancs, qu'on prenne de l'âge pour pouvoir prétendre défendre une thèse ou soutenir une thèse de doctorat. Ailleurs, c'est même beaucoup plus simple. Bien évidemment. Beaucoup plus simplifié. Oui. Le PhD. Dans nos universités traditionnelles au Congo, beaucoup de catch, beaucoup de crocs à jambes, beaucoup d'acrobatie. Mais finalement, lorsque vous acceptez d'être écorné, je ferme la parenthèse que j'ai ouverte, eh bien, on vous proclame la plus grande distinction avec étonnement du jury. Bien, ce sont de réalités. Quand vous acceptez d'être écorné. Ce sont de réalités qu'il faut... Bon, c'est pas moi à bannir, c'est pas intéressant, mais bon. Les universités sont en train d'y travailler. Avec LMD, vous pensez que nous allons vers vraiment une formation de qualité? En fait, 3 ans de licence à quelqu'un à peine lâché par les humanités ou les secondaires, avec tout ce qui a comme insuffisance. Le président de la République, avec courage, a donc abordé le point devant les Congolais de la diaspora en Côte d'Ivoire. 3 ans licence, 2 ans master, et puis avec 1 année, 2 ans de recherche. Il revient... Docteur ou docteur? Docteur, il revient à nous de savoir mettre du sérieux. Donc, on ne peut pas faire les études universitaires là où, par exemple, il n'y a pas de labo, les conditions ne sont pas réunies. Et donc, je crois qu'il faut à la fois travailler pour que nous ayons des infrastructures qui correspondent à ce que nous voulons, et que le pouvoir public mette du moyen. Par exemple, chez nous, à l'INBTP, le président de la République a dit investir de moyens. Il y a de nouveaux bâtiments qui sont en pleine construction après le réforme qui a été fait au temps de Kabila. Il y a des nouveaux bâtiments qui sont en train de pousser et il y a des auditoires qui sont en train d'être construits. On a eu accès à des laboratoires. Et donc, tout ça sont des conditions qui sont en train d'être créées pour les cas, par exemple, des ingénieurs congolais qui sont formés à l'INBTP, ils soient à la hauteur de ceux qui sont formés ailleurs. Très bien. Nous fermons la parenthèse. Bien évidemment. C'était centré dans le cas de présentation, entrée en la matière. Il faut centrer, bien entendu. Nous parlons d'une question sérieuse. Une question de la survie de ce pays. Dans l'Est, il ne faut pas porter des gants. Nous sommes en guerre. C'est l'armée rwandaise qui attaque le Congo sous l'étiquette du M23. Il ne faut pas chercher. Les diplomates, restez dans votre domaine. Vous pouvez porter des gants, mais nous sommes en guerre. Vous avez suivi ce qui se passe depuis le week-end, lundi jusqu'à aujourd'hui. À quand les grandes mesures?
Oui, Fabien, je suis... Est-ce que Muzito n'avait pas raison de dire qu'il faut déclarer la guerre contre le Rwanda? Est-ce que le colonel Omba, sénateur, aujourd'hui, ou depuis un certain nombre des législatures, est-ce qu'il n'avait pas raison de dire qu'on construise un mur, comme les Américains l'ont fait au niveau des Texas, à la frontière avec le Mexique, vous qui connaissez bien l'Amérique latine et l'Amérique centrale et celle du Nord? Construire le mur à la frontière rwandaise, quand j'étais à l'université de Kinshasa, en pleine relation, en train d'étudier, de suivre ma formation de relations internationales, on évoquait l'hypothèse de construire les murs, mais moi je ne suis pas favorable à la construction du mur. Je veux que le pouvoir politique congolais s'assume, que Kinshasa fasse tout ce qui est de son pouvoir pour prendre, je ne cesserai de le répéter, l'ascendant sur le Rwanda. Le pouvoir qui nous malmène, c'est le pouvoir de Paul Kagame. Il y avait eu génocide. Un sous-traitant de multinationales. Bien sûr, il y avait eu génocide au Rwanda. Nous n'y étions pour rien. Ni de près ni de loin, les Congolais n'étaient en rien impliqués dans les crimes et les tueries qui avaient eu L'Empire Clinton et les démocrates ils sont pointés du doigt dans plusieurs livres. Oui, la communauté internationale. Mais nous, ce qu'on avait, c'est qu'on avait offert l'hospitalité congolaise pour accueillir les réfugiés rwandais. Non, on nous avait imposé d'accueillir les Rwandais des Hutus. Bien, imposé ou pas, mais quelque part, on avait offert notre espace pour accueillir le Rwandais. Mais on ne doit pas aussi oublier qu'avant l'entrée des Hutus, il y avait des Tutsis qui étaient aussi venus. Cela veut dire l'Est de la RDC, c'est un espace qui a toujours été hospitalier vis-à-vis des Rwandais. Et moi, je crois, et j'invite les frères rwandais qui sont contre la barbarie de Paul Kagame pour dire nous sommes des voisins, il faut qu'au Rwanda, on ait un pouvoir qui respecte la République démocratique du Congo. Parce que dans le cas contraire, on ne peut jamais, les petits pays, le petit Rwanda ne peut jamais, de manière éternelle, continuer à prendre l'ascendant sur la RDC. Tout ne dépend pas des citoyens rwandais. Ça ne dépend pas des citoyens rwandais, bien sûr, mais les puissances occidentales, Fabien, quand ils manipulent les dirigeants africains, il arrive toujours des moments où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer à faire le jeu qu'ils sont en train de jouer. Parce que ces puissances-là, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une puissance qui travaille, ce sont des puissances qui travaillent aussi pour leur image sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous avons la guerre d'Ukraine. Et la plupart des pays africains ne sont pas d'accord avec la position des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis sont conscients de ce qui est en train de se passer. Ce qu'ils sont en train de faire, ou le travail qu'ils vont faire dans les années à venir, c'est de chercher à laver leur image. Ils savent que parmi la population qui n'est pas d'accord avec le comportement des États-Unis, il y a la population congolaise. Nous sommes affaiblis, nous sommes attaqués, nous sommes malmenés. Vous parlez de la grande puissance, les États-Unis. Oui, parce que ce sont des États-Unis qui soutiennent les Rwandais. En partenariat avec la Grande-Bretagne. Non, en partenariat, oui, ça c'est connu. Oui, ce sont eux qui soutiennent les États-Unis Rwandais. qui sont en partenariat stratégique privilégié avec le pouvoir de Kinshasa. Ils ont une certaine hypocrisie. Voilà, mais quand vous constatez... Ils ont plus de préférence envers les Rwandais qu'envers nous. C'est là où moi je suis en train de dire qu'il parce qu'il y a cette hypocrisie, on utilise des gens belliqueux, les gens qui donnent facilement la mort, tout simplement parce qu'il faut qu'ils accomplissent. Les calculs sont connus. Même les bébés connaissent tout ce qui se passe maintenant dans le monde. Mais Hammer, dans ce partenariat public, dans ce partenariat stratégique privilégié, on a même ajouté un 4P là. C'était 3P ou 4P. Alors, il est fait mandat et on a déjà nommé son remplaçant. C'est une femme. Dans les temps, on avait aussi une femme ici, Melissa Wells, qui était très, très proche de l'homme de la 10e rue, Limité. Maintenant, c'est une femme qui va remplacer
Amer part, extra-mandat. Il était vraiment placé ici par Trump. Maintenant, il a continué avec le démocrate. Mais est-ce qu'on peut parler d'un bilan de ce partenariat stratégique privilégié avec Washington, Kinshasa-Washington? Lorsqu'on remarque ce qui se passe dans la partie est du pays, les militaires, les Marines américaines étaient déjà ici, elles sont reparties, on n'a rien compris, on n'a même pas senti l'impact. Les mesures prises par le département des Trésors, ça n'a apporté aucun impact pour bloquer les financements du terrorisme. Quelle est votre lecture personnelle en tant qu'expert en relations internationales? Je crois que c'est un partenariat qui ne fonctionne pas parce que je suis en train de parler en tant que Congolais. Pour nous, sincèrement, le partenariat, on ne voit pas le fruit de ce partenariat. Parce qu'il y a une question que je suis en train de marteler ici. La RDC n'est pour rien vis-à-vis du génocide rwandais. D'ailleurs, les Rwandais devraient remercier la République démocratique du Congo. Mais au contraire, le pouvoir qui s'est installé au Rwanda s'est mis à massacrer la population congolaise avec la bénédiction de grandes puissances. Mais il y a quelque chose d'important que je voudrais dire. C'est de dire, quand vous regardez les dictatures qui ont été soutenues par les puissances occidentales, Fabien, la durée de vie des dictatures est de maximum une moyenne de 30 ans. C'est entre 25 et 30 ans. Or, la dictature rwandaise qui est incarnée par Paul Kagame, elle totalise les 25 ans en 2024. Et normalement, c'est après les 25 premières années de la dictature qui étaient soutenues, entretenues par les puissances. Comment faites-vous votre calcul? Non, c'est question de prendre... Kagame, vice-président du Pasteur, c'est pas Pasteur. Non, c'est Kagame qui dirigeait. Du berger. Quand il était ministre de la Défense, c'est lui qui était l'homme fort. Justement, oui. Il était donc, également vice-président. Bizimungu n'était que figurant. Justement, ça a commencé en 1994. Jusque maintenant, ça fait combien d'années, calcul mental? Et donc, on est déjà aux environs de 27 ans. Alors, on a déjà au-delà de 25 ans. Oui. Et c'est là où je suis en train de dire, quand vous faites la moyenne des dictatures qui ont régné en Afrique, la plupart des dictatures font 25-30 ans. Et après les 25 ans de règne sans partage et des règnes sanguinaires, ceux qui soutiennent ces dictatures ont tendance à lâcher les dictatures parce que ces dictateurs nuisent ou compliquent la vie ou l'image de ces grandes puissances. Les Rwandais est dans cette position au jour d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il faut que les dirigeants prennent conscience. S'ils continuent à entretenir cette arrogance inutile, ils vont finir mal comme tous les dictateurs. Prenez la moyenne, regardez faites la liste de tous les dictateurs africains, Fabien, vous allez comprendre que la plupart des dictateurs, ils n'ont fait que 25 ou 30 ans. Et la logique a toujours été la même. Il y a une pression de la population congolaise. Je vais ici affirmer une chose. Concrètement, vous voulez dire que Kagame est en train de passer ces derniers moments d'être conjugué au passé. Est-ce que Washington, avec les milieux financiers, ont réellement abandonné le pion de la déstabilisation des Grands Lacs? Quand on voit Boris, le Premier ministre britannique, ce qu'il est en train de faire, déjà il y a 50 terroristes, entre guillemets, envoyés sous l'étiquette des migrants à Kigali. Vous avez vu comment on déloge ceux issus des familles des victimes du fameux génocide. On les déloge des hôtels pour que les migrants viennent habiter au nom de l'argent. Est-ce que réellement, ce que vous pensez, c'est ce qui est dans la praxis? Kagame réellement lâché. Il y a une chose, Fabien, c'est qu'on a tendance à ne suivre que les informations que les Occidentaux veulent à ce que nous puissions suivre. Mais quand vous allez suivre d'autres informations, ces mêmes Occidentaux, par exemple le gouvernement britannique, ce n'est pas considéré comme par des hommes qui n'évaluent pas ce qu'ils font. Ils ont posé un acte. Mais ils sont conscients que cet acte n'a pas été digéré, n'a pas été accepté en Afrique. D'abord, il y a l'ONU, il y a quelques membres de l'ONU qui ont protesté par le fait qu'il y ait cette présence des réfugiés au Rwanda.
il y a beaucoup d'intellectuels que moi je connais qui ont écrit directement au Premier ministre britannique. Et donc, il y a une opinion qui est défavorable à cet acte-là. Et les Britanniques sont des gens qui évoluent, qui évaluent ce qu'ils sont en train de faire. Et j'ai suivi les milieux rwandais, les officiels qui ont dit, après avoir été logés, ces migrants, s'ils préfèrent, ils iront dans leur pays d'origine. S'ils ne veulent pas, ils vont être lancés dans la population rwandaise. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent dire ce qu'ils disent, mais le monde dans lequel nous vivons, nous vivons dans un monde dynamique où personne, et alors on ne peut pas dire qu'il y a telle puissance qui contrôle la vérité de manière absolue. Dans ce monde dynamique, ce qui se passe en Ukraine est en train de changer certaines donnes. Les États-Unis d'Amérique, qui est sur la première ligne en face de la Russie, est en train de travailler pour que l'image de cette puissance ne soit pas ternie. Ce sont des aspects qui peuvent faire à ce que les Américains et les Britanniques changent rapidement la donne vis-à-vis du Rwanda. Dans ce qui est en train d'être dit, il ne faut pas que la diplomatie congolaise croise les bras. Donc nous sommes dans un contexte tel que moi je reste rassuré si vous prenez les choses telles qu'elles sont en train de se faire. Vous lisez avec plusieurs grilles de lecture, on est en train de comprendre qu'on est au début de la fin du régime Kagame et on peut même être surpris un jour que le régime tombe sans qu'on soit informé des détails et beaucoup plus avant. Je voulais souligner une chose, Fabien. Ils peuvent arriver oui. au même scénario. Par exemple, ce qui s'est passé avec la dignité pour l'Afrique, donc le maître de l'Afrique qui fut Mobutu. Est-ce que le même scénario peut être envisagé lorsqu'ils veulent se défaire de celui qu'ils ont utilisé? Est-ce qu'ils peuvent utiliser le même scénario comme en Angola, avec Savimbi soutenu, qui avait une base arrière au Zaïre, dans l'ex-Zaïre? Est-ce qu'ils peuvent arriver au schéma Saddam Hussein en Irak, après avoir été utilisé contre l'Iran? C'est quel schéma exactement? Comment vont-ils défaire celui qu'ils ont utilisé pendant bientôt 3 décennies contre le Congo dans un bain de sang indescriptible, plus que le génocide même au Rwanda, le fameux génocide? Les schémas, je ne sais pas les dire avec précision, mais au moins je sais que les Américains au jour d'aujourd'hui, les Britanniques sont conscients que l'opinion congolaise est défavorable à leur position dans la région. Les Britanniques sont conscients que l'opinion congolaise et la population congolaise est contre ce qu'ils font. Et il y a quelque chose de plus important que je dois marteler et soutenir ici. Il était question de balkaniser la République démocratique du Congo avec l'appui, donc en passant par le Rwanda, avant que l'Éthiopie soit divisée, avant que le Soudan soit divisé. Mais l'Éthiopie n'est pas encore divisée. Il y a l'Érythrée qui s'était retirée. C'était une des premières phases. On voulait aussi prendre l'autre partie. Donc, l'Éthiopie et l'Érythrée étaient constitués étaient pratiquement un seul pays. Mais il y a eu un mouvement, donc il y avait une dynamique au niveau des grandes puissances occidentales pour balkaniser l'Éthiopie, pour balkaniser le Soudan, pour balkaniser la RDC. Le premier pays qui était sur la liste, c'était la République démocratique du Congo. Mais ils ont réussi en Éthiopie, ils ont réussi au Soudan, mais les cartes sont complètement compliquées en République démocratique du Congo. Et ça, c'est grâce à cette unité de la population congolaise. Nous sommes divisés sur nos problèmes internes, mais nous restons unis pour vivre ensemble dans ce territoire qui nous a été légué. Et ça, moi je suis convaincu que dans un contexte où le monde se trouve aujourd'hui, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou la Russie comme puissance qui sont en train de se battre, aucune puissance ne veut perdre, ne veut avoir une opinion défavorable vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Il revient à la diplomatie congolaise de travailler pour pouvoir accélérer la donne et neutraliser ce qui importe pour ces grandes puissances, c'est leur image ou c'est tout simplement le contrôle des intérêts stratégiques du Congo ou dans certains
certains d'autres pays. L'image, en termes d'éthique, crédibilité, ou c'est le contrôle par tous les moyens des intérêts stratégiques. Vous savez, quand vous êtes sur la scène internationale, vous allez utiliser la force, oui, mais à un certain moment, il faut toujours travailler pour faire avaler certaines de vos idées à la population que vous dominez. Or, il y a des idées que les Américains ont vendues en République démocratique du Congo. Il y a les idées que les Anglo-Saxons ont vendues à la République démocratique du Congo qui ne sont pas acceptées. De temps en temps, il y a des jeunes de Kivu qui sont manipulés pour la balle. Je suis du Kivu, je sais ce que je suis en train de dire. Presque chaque semaine, il y a des jeunes gens qui tiennent des opinions pour que les Kivu sont dans les médias. Se retirent, pour que les Kivu ils sont dans les médias. Ils sont dans les médias. Dans les mouvements citoyens, oui. La soi-disant société civile, oui. Ils sont nombreux. Des jeunes qui sont financés, mais ils ont de l'argent, ils ont même, ils roulent carrosse et ils sont connus. Nous, je vous appuie, nous sommes très bien informés. Et alors, avec tout ça, avec tous les moyens qui ont été déployés, on a compris que la population congolaise n'est pas la population. Je viens de passer un mois à l'Est, je sais de quoi je suis en train de parler. La population a les regards tournés vers Kinshasa. J'avais eu, je me rappelle même un entretien avec une sentinelle de l'université de Kindu qui m'avait posé la question de savoir si je croyais fermement que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo allait résoudre la question de l'Est. Donc il y a des gens, il y a la population entière qui attendent. Je profite de l'occasion pour dire au président de la République que son bilan sera plus jugé vis-à-vis du travail qu'il va faire par rapport à la question de l'Est. Donc alors, il ne doit pas être faible vis-à-vis du petit Rwanda qui est en train de nous malmener. Justement, c'est comme un papa matelot au port de Bukavu qui nous suit de temps en temps. On débarque, il dit « Mon fils, venez, je vous suis souvent. » Voyez, sur ces eaux, la plupart des bateaux sont les affaires extérieures. Je ferme la parenthèse. Alors, comme pour dire, le Congolais doit être maître de son destin et de l'économie de son pays. Est-ce que l'opinion congolaise n'a-t-elle pas déjà compris qu'il y a une certaine hypocrisie dans le chef des grandes puissances, notamment les États-Unis, qui essayent un peu de nous distraire par ce qu'ils appellent partenariat stratégique? Pas seulement l'opinion congolaise, Fabien, c'est ce que j'étais en train de dire. Les États-Unis, eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils n'ont pas réussi à changer l'opinion congolaise, à manipuler cette opinion. Donc c'est ça la force du Congolais. C'est ça la force. Il y a des difficultés pour changer la donne au niveau de la sous-région, mais s'il y a une force une force qui a résisté vis-à-vis de la balkanisation, c'est cette unité de la population, cette fierté de dire je suis de l'Est, je suis à l'aise quand je suis à l'Ouest, je suis à l'aise quand je suis au centre, je suis à l'aise quand je suis au Nord. Et donc il y a des problèmes au niveau interne, mais ces problèmes, on prend toujours le temps de les surmonter, de les surpasser quand on est en train de parler Congo en tant que pays. Et moi, je reste optimiste parce que je sais que l'un ou l'autre matin, les puissances vont dire à celui qui sont en train de manipuler qui doivent pouvoir savoir se débrouiller. Parce que la question rwandaise, rappelez-vous Fabien, a un double problème. Les problèmes que Paul Kagame a créés au niveau de la région et les problèmes internes qu'il n'a jamais résolus. Et il y a même un grand professeur ougandais. Les Hutus, il n'a jamais résolu pour cette lesquels question. Les fameuses puissances occidentales ne lui demandent pas de négocier. Hein? Il n'a jamais... Et ils sont frustrés à l'intérieur du Rwanda. Tôt ou tard, ça va exploser. Ce n'est pas les infrastructures qu'il a construites il a construit les infrastructures sans construire les cœurs des Rwandais. Les cœurs des Rwandais ne sont pas dans les infrastructures qui ont été construites. Laissez-moi dire une chose. Un grand professeur ougandais, Mamdani, avait écrit un livre extrêmement important qui dit when the victim become the killer. Donc quand la victime
Les Rwandais, les Tutsis, qui étaient considérés comme les victimes du génocide rwandais, deviennent des tueurs, deviennent des criminels. Et ça, c'est dangereux. En Ouganda, on sait qu'ils sont devenus des criminels. Au Burundi, on sait qu'ils sont devenus des criminels. En République démocratique du Congo, ils sont devenus des criminels. En Tanzanie, ils sont devenus des criminels. Donc, voilà comment ces gens, un régime, se comporte au niveau de la sous-région. Et on se pose la question, est-ce que ce régime tiendra pendant les 10 années à venir? Moi, je ne crois pas. Moi, je suis convaincu. Je reste certain qu'on est déjà en train de vivre les débuts de la fin du régime Paul Kagame. Il revient à la République démocratique du Congo de travailler pour neutraliser ces criminels qui nous font mal à l'Est. Vous êtes opposés pendant que en Europe de l'Est et surtout sur le vieux continent, l'Union européenne, on crie dans les médias, on demande que Poutine soit traduit en justice à cause des crimes contre l'humanité commis ou en Ukraine, mais en Afrique centrale, dans les Grands Lacs, on ne demande pas ce que Kagame soit jugé à cause des crimes contre l'humanité, des crimes commis sur les sols congolais par les armées et ougandaises et rwandaises inciseuses. Alors vous êtes opposé à ce qu'on appelle l'érection des murs. Bien entendu. Vous êtes opposé à ça. On est en plein état de siège. Vous plaidez pour qu'on aille au-delà, c'est-à-dire l'état des... Comment on appelle ça? L'état des guerres. Quelle autre grande décision à prendre? Ce sont des gouverneurs militaires qui dirigent l'Ituri et le Nord Kivu. Il faut continuer à défendre les territoires congolais. Vous savez, j'ai été en contact avec la population de l'Est qui au moins se réjouit du fait que, au moins, pendant les 10 dernières années, on a eu un président qui a réussi à jeter au moins 2 ou 3 obus de l'autre côté de la frontière. Au moins. Comment voulez-vous qu'il y a un pays qui vient, qui menace, qui entre, qui fait la promenade de santé, on ne sait même pas répliquer pendant 2 secondes. Et donc, il faut que l'on protège la frontière. S'il faut aller poursuivre l'ennemi jusque de l'autre côté, parce qu'ils ont l'habitude de le faire chez nous, il faut que nous entrions dans ce jeu-là, comme ça on va intimider l'autre côté. Est-ce qu'on a besoin de ce fameux mécanisme de suivi Est-ce qu'on en a besoin lorsqu'il faut défendre les territoires nationaux? Là où je disais qu'on était en train d'assister au début de la fin, il n'a jamais reconnu ce mécanisme, lui, Paul Kagame. Mais au moins, pour la première fois, il a saisi le mécanisme. Et donc, la paix est en train de changer le camp, Fabien. Nous sommes en train d'assister à une situation où les régimes, il serait intéressant que les Rwandais qui sont conscients, nous voulons vivre avec les Rwandais dans de bonnes conditions. Mais si vous continuez à soutenir un régime sanguinaire et criminel qui est en train de perpétrer des morts chez nous, je ne crois pas comment ces 80 millions de Congolais vont vous accepter. Soyez quand même en paix avec les autres. Vous êtes en condition de conflit avec les Burundais, avec les Congolais, avec les Rwandais. Vous n'êtes pas en paix totale et parfaite avec les Tanzaniens, mais avec qui vous allez vivre dans la sous-région. Il serait intéressant que le Rwandais prenne conscience de la nécessité de se débarrasser de ce type de dirigeants. L'accueil de Félix Tshisekedi à Bujumbura, l'ancienne capitale, même si elle demeure maintenant au-delà des Kitega, c'est ça? Oui. Alors, comment vous avez trouvé cet accueil quand on sait d'où viennent justement le Rwanda et le Burundi sous plutôt Pierre Nkurunziza et sous Ndayishimiye? Comment vous avez trouvé cet accueil? Je veux au contraire me poser une question. Je me dis, est-ce que le Rwanda n'est-il pas en train d'être encerclé? Parce que comme je venais vraiment de le montrer ici, ils ne sont pas en bon terme avec les Ougandais, ils ne sont pas en bon terme avec les Burundais, ils ne sont pas en bon terme avec la RDC. Et au moins, on est en train d'observer que les 3 présidents compèrent mieux, ils échangent des informations, ils travaillent ensemble. Et qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Bon, attendons voir. Mais moi, je reste conscient, je reste confiant. Je suis rassuré que
on est là en train d'aller vers la fin d'un régime qui a régné sans partage, de manière criminelle pendant 25 ans, Merci. qui a causé des dégâts terribles à l'est de la République démocratique du Congo. Merci Bruno Kayimoa Maneno pour votre contribution à ce débat. Il s'agit du Congo, de son destin, de sa survie. Il s'agit de tout un peuple, une grande nation au cœur de l'Afrique. Il s'agit de toute une histoire. Il s'agit de toute une nation qu'il faut défendre. Bec et ongle, et voilà, bec et ongle, et nous sommes prêts pour ça. Bonsoir. Merci. Le second invité, Dr Diène, dans quelques instants avec nous.